Ok. Alors, encore une fois, je pense que s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment qu'on puisse interagir et partager. Du coup, Sylvie, je te propose de commencer par une question un petit peu de personnel de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ce sujet-là, de l'humeur, de l'activation comportementale, et et comment ça s'est ancré dans ta recherche, cette Oui, question? alors en fait, c'est la pratique clinique. J'ai été inspirée par, voilà, j'ai été formée au TCC, hein, donc j'ai une formation de psychothérapeute TCC. Et donc, j'ai pratiqué les thérapies comportementales et cognitives. Alors, avant de m'intéresser aux personnes avec des troubles de l'humeur, c'est vrai que j'ai d'abord travaillé, enfin, avant d'être à Liège, j'ai d'abord travaillé à Bruxelles dans des hôpitaux, dans des départements de psychiatrie. Et j'avais déjà travaillé donc sur un projet de recherche sur les troubles de l'humeur et la génétique comme chercheuse. Et après ça, donc j'avais déjà, si tu veux, à ce moment-là, une, euh, une sensibilité par rapport aux troubles de l'humeur. J'étais un peu formée en psychiatrie, mais voilà, avec des patients qui étaient dépressifs, des patients bipolaires, et donc je travaillais sur la génétique. Donc j'étais déjà vraiment intéressée par la capacité. Et en fait, je dirais que c'est la pratique clinique qui a un peu sculpté aussi mes propres croyances par rapport à l'efficacité des traitements, parce que j'avais l'impression que les aspects liés à la restructuration cognitive étaient moins utiles aux patients que l'aspect purement activation comportementale, quoi. Donc, en fait, progressivement, je me suis plus orientée vers uniquement de l'activation comportementale avec les patients dépressifs, quoi, comme premier traitement. Et donc j'étais à l'UNIF, donc en parallèle j'avais aussi un peu peut-être plus le temps que quand on fait que de la pratique clinique en indépendant, j'avais le temps de lire aussi la littérature et puis voilà j'étais aussi forcément à des congrès, des choses comme ça et je me suis rendu compte que l'activation comportementale c'était quand même le traitement qui était mis en avant comme le traitement qui fonctionne bien avec des patients dépressifs, quoi. C'est pas le seul traitement bien sûr. Et puis je dirais moi-même aussi maintenant que c'est pas le traitement de toutes les dépressions, mais c'est quand même un traitement qui fonctionne bien, quoi. Donc c'est comme ça que je me suis intéressée à l'activation comportementale. Et puis progressivement, ben, j'ai développé des projets de recherche qui étaient en lien avec mes intérêts cliniques, quoi. Donc c'est la pratique qui m'a fait sélectionner cette stratégie thérapeutique. Comportementale, ça veut dire quoi pour une personne qui a de l'anxiété ou de la dépression? Comment tu pourrais expliquer ça de façon concrète? Qu'est-ce que la personne elle vit? Qu'est-ce qu'elle va vivre de cette activation comportementale et de ses croyances? Alors, dans les croyances, ben, il y a, par exemple, chez certains patients, on pourrait avoir la croyance selon laquelle je suis quelqu'un voilà, qui manque d'efficacité dans son travail, ou qui n'est pas compétente dans son travail, ou qui manque voilà, de capacité sociale, de compétences sociales, je ne sais pas, voilà, me lier avec les autres, hein. C'est peut-être des pensées automatiques qui peuvent venir. Et par exemple, en situation sociale, la personne pourrait penser, voilà, j'ai rien à dire ou je suis pas une personne intéressante. Et ça, cette pensée va commencer à générer beaucoup d'anxiété. Et souvent, ce qui se passe quand on est fort anxieux, ben, on n'est pas bien, hein, si on est par exemple avec d'autres personnes et on risquerait par exemple de quitter le petit groupe, hein, dans lequel on était, et avec les personnes avec lesquelles j'étais en train de parler, avec mes collègues par exemple, et puis voilà, je me sens mal à l'aise, j'ai l'impression que j'ai rien d'intéressant à dire et donc ben, je préfère quitter le groupe, hein, et je m'isole finalement. Donc ça, c'est les pensées automatiques qui viennent et le comportement d'évitement, hein, qu'on va voir apparaître chez la personne et finalement la personne ben, se replie sur elle-même. Alors, quand on va pratiquer de l'activation comportementale, évidemment, on va repérer surtout les évitements, hein, et on va travailler sur ces évitements. Donc, inciter la personne à
plutôt rester dans le groupe pour observer ce qui se passe et, si possible, en fait, pour vivre une expérience qui va venir contredire un peu ce qu'on croyait, ce qu'on pensait, hein. Par exemple, si je reste dans le groupe, hein, plutôt que de me sauver, eh bien peut-être que quelqu'un va m'adresser la parole, voilà, ou va me demander comment je vais. Enfin bref, et donc cet événement bah, viendrait quand même contredire l'idée que je ne suis pas une personne intéressante ou j'ai pas quelque chose d'intéressant à dire, quoi. Donc ça, c'est vraiment de l'activation comportementale. C'est ça que j'appelle l'activation comportementale, où on a incité la personne à essayer d'améliorer ses comportements d'évitement en restant dans des situations, par exemple, inconfortables et en essayant donc de vivre une autre expérience qui vient contredire des croyances, quoi. Donc et là, on peut, évidemment, le patient peut générer des situations où effectivement les choses pourrait être interprété d'une manière différente, mais c'est vraiment vivre l'expérience qui vient changer la représentation mentale qu'on a de soi-même, quoi. C'est vraiment ça le processus, enfin, qui est au cœur de l'activation comportementale, quand on parle des évitements, évidemment. Par contre, ce qui est important, et ça c'est vrai que ça fait aussi partie des principes de l'activation comportementale, c'est qu'on va inciter la personne à s'engager dans des activités qui ont un sens pour elle, hein. C'est-à-dire que peut-être que je suis pas à l'aise avec les autres et je le regrette parce que j'aimerais bien passer plus de temps avec d'autres personnes, je voudrais bien mieux m'intégrer dans mon groupe, voilà, peu importe, un groupe d'étudiants, un groupe au travail. Je vois que les autres sont à l'aise quand ils parlent entre eux et moi, j'aimerais bien aussi pouvoir être à l'aise comme eux. Et donc, on va plutôt inciter la personne à faire des expositions qui ont un sens, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est d'être resté avec les autres dans le groupe et pas tellement voir mon anxiété ou mon malaise diminuer. Alors, Hmm. on peut espérer à plus long terme que ça se produise comme ça, mais peut-être que ça se produira pas nécessairement comme ça, ou que ça va diminuer et puis ça reviendra. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir agir en fonction des choses qui sont importantes pour soi, qui représentent quelque chose pour ça, pour soi-même, quoi. Donc, présenter l'exposition de cette manière-là, je pense que quand on est thérapeute, c'est peut-être aussi euh, euh, plus facile, entre guillemets, que de dire on va voir si finalement l'anxiété diminue, on va monitorer l'anxiété. Non, on va agir en fonction de ce qui est important pour soi, quoi. Ouais. Peu importe finalement, gérer les émotions négatives qu'on va. Euh, Ben, l'objectif, c'est pas de réduire l'anxiété. Voilà, hmm. moi je me dégage de ça parce que c'est des processus qui sont tellement automatiques aussi et qui elles peuvent aussi être influencés par toute une série de facteurs qu'on ne peut pas nécessairement contrôler dans une situation bien précise. Donc, je trouve que c'est effectivement pas confortable de dire, OK, vous allez voir que votre anxiété va diminuer, sauf que si ça diminue pas, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, Hmm. alors que si tu dis au patient, bah, écoutez, si vous restez au moins 5 minutes avec le groupe, je sais pas, j'invente un patient qui a des difficultés à manger le midi avec ses collègues et qui préfère rester dans son bureau seul. Et on lui dit, bah, voilà, on peut essayer de planifier un essai où vous restez peut-être 10 minutes avec vos collègues et puis après 10 minutes, ben voilà, vous pouvez retourner dans votre bureau si vous vous sentez pas suffisamment à l'aise avec eux, mais au moins vous serez resté 10 minutes où vous aurez pris une tasse de café avec eux, et donc, voilà, on va planifier les choses avec une planification qui limite aussi l'exposition dans le temps, hein, mais par contre, qui n'a pas pour objectif de faire diminuer l'anxiété, mais qui a pour objectif de faire en sorte que la personne s'engage dans quelque chose qui est important pour elle, quoi. Parce que la motivation, c'est quand même aussi motiver quelqu'un à supporter de l'anxiété versus motiver quelqu'un à faire quelque chose qui a un sens pour elle, c'est pas la même chose. Oui,
effectivement, il y a quand même l'idée de pouvoir renforcer le patient. Donc, en tant que thérapeute, on a le rôle de renforcer le patient sur ce qu'il a pu mettre en place, hein. Donc, le patient, voilà, surtout la personne déprimée. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup, beaucoup de renforcement. Donc peut-être qu'elle va revenir en séance en disant oui, ben, je suis restée 10 minutes avec eux, mais j'étais pas bien et finalement ça m'a beaucoup stressé tout ça, etc. Mais en tant que thérapeute, on va renforcer le fait que bah, vous êtes parvenu à votre objectif et ça, c'est satisfaisant. Et normalement, quand même, si on éduque un peu le patient, hein, il y a une psychoéducation aussi à faire avec le patient, si on éduque un petit peu le patient, on devrait pouvoir faire en sorte que, au bout d'un certain temps, au moins un certain sentiment de satisfaction puisse être ressenti, hein. On peut se dire, bon, bah, voilà, j'ai quand même fait, j'ai quand même. Les personnes qui sont dépressives peuvent éviter certaines situations parce qu'elles ont peur de ne pas ressentir le plaisir qu'elles ressentaient auparavant Mm. ou parce qu'elles ont peur d'être plus déprimées ou plus tristes, ce qui reviendrait un peu au même, hein, dans certaines situations. Donc en fait, elles vont pas faire les choses parce que quand je le fais, je ne ressens plus les émotions que j'avais avant, quoi. Mm. Donc ça, et ça, c'est souvent le fait que les personnes, ben voilà, elles arrêtent un certain nombre d'activités et se replient sur elles-mêmes, quoi. Ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis, c'est que finalement, cette expérience positive, elle vient un peu en comparaison de l'expérience de plaisir ou de joie que j'avais quand j'avais le moral. Et du coup, ça redévalorise ou ça donne un sentiment peut-être d'échec ou... Oui, c'est ça. C'est par exemple, voilà, avant, quand j'allais au cinéma, ben, j'avais plaisir à voir un film, à voir un bon film. Maintenant, j'y vais, j'arrive plus à suivre l'histoire, je comprends plus rien, et finalement, ça devient une expérience désagréable. Ou Mm. avant, voilà, je pouvais aller marcher dans le parc et ça me faisait quand même du bien, même si c'est pas, voilà, c'est pas l'extase, mais voilà, c'est quand même une promenade qui peut procurer une certaine satisfaction, voilà, un moment quand même plutôt positif. Et maintenant, ça ne me fait plus rien. Et comme ça ne me fait plus rien, eh bien, je déprime parce que j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Et ça, c'est alors qu'en fait, voilà, dans l'activation comportementale, on va inciter la personne à se réengager dans des activités qui sont renforçantes et qui sont aussi des activités agréables, quoi. Donc, au début, c'est plutôt des activités agréables qu'on va essayer d'implémenter avec la personne, et ensuite des activités qui peuvent être un petit peu plus désagréables, mais procurer un certain sentiment de satisfaction, quoi. Mm. Par exemple, voilà, les personnes qui sont déprimées sont parfois débordées par toute une série de tâches ménagères, hein. Voilà, j'arrive plus à suivre avec la lessive, ou l'appartement ou la maison est sale, j'arrive plus à tondre la pelouse, ce genre de choses, hein. Et puis on peut regarder finalement son environnement et se dire, ben, je préfère aller me coucher plutôt que de regarder tout ce que j'ai à faire et que j'arrive pas à faire, quoi. Mm. C'est désagréable en fait je le fais pas parce que bah, j'ai peur d'encore déprimer. Déjà je vais pas bien, mais si en plus je dois tondre la pelouse alors que j'aime pas tondre la pelouse, ben ça va être encore pire, quoi. Donc je préfère éviter, mais bon, avec voilà, des conséquences qui peuvent voilà, amener le patient dans des situations vraiment problématiques, quoi. Bon, tondre la pelouse ça l'est pas tellement, mais ça peut être pire, quoi, hein. Si je paye pas mes factures par exemple, là, j'aurais le- l'exemple classique, je paye pas mes factures parce que je veux pas regarder combien il me reste d'argent sur mon compte, parce que j'ai peur qu'il y ait plus assez et que voilà, je veux rien savoir, je préfère rien savoir et je laisse toutes les factures voilà, sur le bureau de l'ordinateur et j'attends. Et parce que c'est trop anxiogène, hein, et donc là, effectivement, dans l'activation comportementale, on va essayer de programmer des activités qui sont réalisables par le patient qui est un peu qui est déprimé, hein,
hein, avec des objectifs qui sont peut-être simplement trier les factures une première fois sans pour autant tout de suite les, les, les payer, mais on va, je dirais, planifier des activités qui sont réalisables dans un laps de temps assez court. Et ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec le thérapeute. Et quand le patient revient en séance et qu'il a fait les petites tâches qui étaient prévues, pas trop, hein, surtout pas trop, eh bien, on va renforcer. Et puis, parce que le patient a fait un effort, il progresse vers les objectifs qui s'est fixé. Donc, c'est un peu ça l'idée aussi. Donc, c'est un petit peu différent dans la dépression versus dans l'anxiété. Après, le rôle important aussi du renforcement par le thérapeute Oui, oui, oui. sur l'expérience qui est peut-être moins agréable qu'elle l'était par le passé, mais qui peut prendre une nouvelle signification dans l'expérience, dans le partage aussi de la Oui, thérapie. absolument. Il y en a. Et juste un exemple peut-être que j'ai eu dans ma clinique pour illustrer aussi l'importance du renforcement, c'est que j'avais eu un jeune adulte bon, voilà, qui était en décrochage et qui vivait toujours chez ses parents. Et bon, il venait en thérapie, hein, sans ses parents bien sûr, mais ses parents se plaignaient qu'il ne participait pas voilà, à la vie de la famille, hein, et qui faisait rien, comme tout bon ado, qui était, voilà, il séchait certains cours à l'UNIF, etc. Et il me rapporte que, voilà, chez lui, à un moment donné, il a quand même pris l'initiative de vider le lave-vaisselle, parce que sa mère a horreur de vider le lave-vaisselle, il a quand même vidé le lave-vaisselle, quoi. Et donc, j'ai pris le temps de renforcer très fort il me dit, oui, mais ça, c'est rien, hein, et c'est pas ça qui va faire que je vais aussi me reconnecter à mon travail à l'UNIF, etc. Mais plutôt que de rester enfermé dans sa chambre, voilà, sur les réseaux sociaux ou sur des jeux électroniques, bah, voilà, il était quand même descendu et il avait fait ça pour sa mère, quoi. Donc, voilà. Et ça, bah, c'est 2 minutes, hein, vider un lave-vaisselle. Mais ça vaut la peine finalement de renforcer beaucoup parce que c'est un premier pas vers l'objectif qui s'est quand même fixé, quoi. Hmm. Ouais, je dis souvent, pour comparer, il faudrait comparer au fait d'avoir un sac de 10 kilos de sable sur les épaules. Quand on n'a plus les émotions positives, quand on est un peu triste, ça peut paraître anodin de vider la vaisselle, mais en fait, pour ton patient, c'était beaucoup. Oui, c'était beaucoup. Il a Ouais. vraiment pris le temps de le renforcer, de l'encourager. Ouais, là où ça me parle, c'est que l'activation comportementale, c'est vraiment un peu la politique du petit pas, finalement. Mm. On est vraiment dans le plus petit pas possible pour la personne. Et alors qu'on pourrait imaginer, en tout cas moi, quand je le fais avec des patients, bah, parfois je pense que j'en demande trop, en fait. Je pense qu'il y a une forme d'exigence. Et voilà, et en tout cas, ce que j'entends là, et merci, c'est que ça me permet de dire, OK, on est peut-être dans le plus petit pas possible et c'est déjà OK, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est un peu normal de vouloir voir son patient avancer. Puis c'est vrai que moi aussi, parfois, j'ai tendance à prescrire trop. Voilà, hein, faut un peu faire attention, mais parce on veut Ouais. voir le patient avancer. Mais ça peut être contre-productif. Et c'est vrai que là, ça reste quand même la responsabilité un peu du thérapeute que de demander au patient de faire quelque chose pour lequel on est certain ou certaine qu'il va pouvoir réussir. Ça, c'est vraiment important. Donc, rien ne l'empêche de faire plus, mais voilà, l'idée, c'est qu'il puisse revenir à la séance suivante en ayant réussi ce qui avait été prescrit. Et souvent, on commence par une seule tâche, hein. Mm. Tout à fait, ouais, Mm. tout à fait. Oui, ou alors faire peut-être un pré-cadrage, en disant, voilà, ça, il y a ça, mais s'il n'y a pas tout ça, parce que moi j'ai tendance parfois, même sur des petites choses, hein, même quand je fais mes lignes de base, bah, du coup, voilà, je fais des grosses lignes de base avec pas mal de questionnaires pour objectiver tous les éléments. Mais du coup, en fait, voilà, très souvent, je me rends compte, je le fais pour une ligne de base, donc je me dis, bah, peut-être au niveau de l'exposition, je peux faire pareil. Bah, je veux dire, bah, si vous répondez pas de ça, l'essentiel, c'est au moins de répondre à ça, quoi. Et donc, je peux finalement transférer ce que je fais pour les questionnaires, je peux le faire aussi pour l'activation comportementale. Et j'y avais pas pensé, donc merci, du coup. Alors, moi, je Ah, fais un peu différemment.
Mm. C'est-à-dire que je vais vraiment prescrire, enfin prescrire, on s'entend, décider avec le patient le moins possible. Ok. Euh, Mm. Parce que si le patient arrive à faire le moins possible, il peut toujours faire plus. Si on dit, par exemple, ben, si vous faites ça, si vous faites pas tout ça, c'est pas grave, ce Mm. qui revient plus ou moins au même. Alors il y a quand même un peu un message comme quoi ce serait quand même bien si vous alliez jusque-là. Oui, oui, oui. Alors qu'en fait, c'est le moins possible. Je vais donner un exemple. Un patient que j'ai eu il y a de ça très longtemps, qui était déprimé et qui faisait de l'escalade. Et il avait abandonné l'escalade. Et donc, on avait décidé ensemble de reprendre l'escalade. Et donc, voilà, lui aussi voulait tout de suite aller à la salle d'escalade, etc., pour la séance suivante. Et en fait, je lui ai dit, écoutez, on va voir les choses tout doucement. Peut-être que la première étape, c'est de retrouver vos affaires de sport, hein. Où sont les chaussures d'escalade? Parce qu'il m'avait dit qu'il ne savait plus non plus où elles étaient, ces chaussures d'escalade. Peut-être que le premier pas, c'est retrouver les chaussures d'escalade. Et donc, l'engagement dans la thérapie, hein, pour la prochaine fois, moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous ayez retrouvé les chaussures d'escalade. Ça, c'est le premier pas. Hein, c'est Mm. pas grand-chose, hein, retrouver les Non. chaussures d'escalade. Bah, voilà, le garçon a retrouvé ses chaussures d'escalade et est allé faire un tour à la salle d'escalade, hein. Mais en fait, en retrouvant les chaussures d'escalade, ben, voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Alors que habituellement, je fais rien du tout. Ben, ça, je l'ai quand même fait. Et rien que ça, c'est renforçant. Et ça peut donner l'envie d'aller plus loin. Et on le laisse ouvert voilà, à lui de trouver s'il veut